pays lointain, dans la Palestine oubliée pendant la décennie de 1930 à 1940, tandis que le chef et Der Führer régnait à Washington et à Berlin, les choses allaient de mal en pis, et finalement un gouvernement britannique était sur le point d'abandonner la tâche désespérée que M. Balfour lui avait imposée. Ce dernier mourut en 1930, après des adieux au docteur Weizmann sur son lit de mort. Quant à la veille d'une autre guerre, un certain M. Winston Churchill réengagea son pays envers cette tâche. Ainsi, le peuple britannique, croyant que son seul problème était Adolf Hitler Jacob Rothschild, entra encore une fois en guerre sur les ordres scellés, parmi lesquels se trouvait le but, dont il ne soupçonnait rien, qui l'avait mené au bord de la défaite en 1918. Les gouvernements britanniques successifs dans cette affaire se retrouvèrent dans la situation critique du clown de cirque qui n'arriva pas à se débarrasser du papier tue-mouche. Chaque fois qu'ils pensaient qu'ils s'en étaient débarrassés, le docteur Weizmann le fixait à un nouvel endroit. En Palestine, les administrateurs britanniques et les soldats auxquels le mandat avait été imposé ne pouvaient faire leur devoir. Les Arabes se rebellaient obstinément. Les sionistes à Londres harcelaient le gouvernement pour qu'il emploie la force contre les Arabes. Si les hommes sur place essayaient d'agir impartialement entre les différents partis, les ordres venus du pays les restreignaient. L'histoire britannique à l'étranger est probablement justifiée par des résultats dans chaque cas, sauf celui-ci. Elle produisit des nations libres étrangères dans des pays vides et dans des pays conquis peuplés par d'autres. L'intention souvent proclamée et toujours ralliée, qui est de relever le vaincu et de partir ensuite, est mise en application. L'Inde n'en est qu'une preuve parmi d'autres. Dans le cas de la Palestine, toutes les règles précédemment suivies par la Grande-Bretagne à l'étranger furent violées, et toute l'expérience ramenée à rien sous la pression exercée à Londres ou depuis d'autres capitales si jamais Londres hésitait. Ainsi, les fonctionnaires et les troupes britanniques envoyées en Palestine étaient-ils les plus malheureux dans l'histoire britannique. De manière caractéristique, le seul homme parmi ces derniers qui fut publiquement honoré après leur départ était un traître. Il savait comment administrer un véritable protectorat. Ce mot possédait une signification honnête, de même que le faux nom qu'Hitler lui donna d'un ton moqueur en Tchécoslovaquie. L'occupation avec le consentement ou sur l'invitation d'habitants indigènes peut être une chose admirable. J'ai voyagé dans un tel authentique protectorat, le Basutoland. Les Anglais s'y rendirent sur la requête des Basutos, et la conséquence fut que les Basutos ont survécu comme une nation libre, là où ils auraient autrement été asservis par des voisins plus forts. Leurs seuls et leurs perspectives sont aujourd'hui meilleures qu'ils n'auraient pu le devenir de toute autre façon. Et ils le comprennent, si bien que quelques douzaines d'administrateurs blancs dirigeaient 660 000 Basutos, dans une estime mutuelle. On exigea des Anglais en Palestine pour la première fois dans l'histoire de leur nation qu'ils répriment le peuple qu'ils étaient venus protéger et qu'ils en protègent un autre qui était en fait un peuple d'envahisseurs venus de Russie et du reste du monde. La corruption du pouvoir civil en Angleterre depuis l'époque de M. Balfour atteignit ce résultat. La maxime suprême du constitutionnalisme occidental est que le pouvoir civil doit toujours être supérieur au pouvoir militaire, afin que les régimes militaristes ne puissent pas émerger. Mais si le pouvoir civil cède aux préceptes d'un tiers secret au but militaire, il devient en fait inférieur à un pouvoir militaire, bien qu'il ne devienne pas inférieur à ses généraux natifs. De cette façon, on prend le contre-pied de la maxime suprême, parce que les forces armées d'une nation peuvent alors être mises au service d'intérêts étrangers et destructeurs pour les siens propres. C'est ce qui arriva en Palestine. La répression des Arabes locaux comme rebelles entre guillemets n'aida pas le sionisme en Palestine.
Au début de la décennie 1930-1940, la montée d'Hitler renforça la position du sionisme dans les troupes de pression de Londres et Washington. Mais cette amélioration fut contrebalancée par la nouvelle détérioration qui eut lieu en Palestine, même à mesure que la décennie s'avançait. Pendant cette période postérieure, le Dr Weizmann, qui de 1904 à 1919 avait concentré ses efforts sur le gouvernement britannique, entendit ses activités à deux nouveaux endroits. Son orbite couvrait Jérusalem, Londres et New York, et il traitait avec les premiers ministres britanniques comme un homme bataillant des bâtons au couteau. Sa victime suivante fut encore une fois M. Ramsay MacDonald, qui, après la désertion de ses collègues socialistes, devint Premier ministre d'un gouvernement de coalition de toutes les autres parties. Le jeune Jimmy MacDonald de Lossiemouth, pauvre garçon d'Écosse qui avait fait son chemin, était à ce moment-là M. Ramsay MacDonald, aux cheveux flottants grisonnants. Il fit nommer son fils, M. Malcolm MacDonald, sous-secrétaire aux colonies. Et sur ce, les deux MacDonald quittèrent le pays de rêve heureux de la rhétorique des tribunes socialistes pour le monde froid et dur de la pression irrésistible. M. MacDonald avait de nouveau l'intention d'arrêter les combats et les troubles sans fin en Palestine, qui avaient à ce moment-là fait beaucoup de victimes britanniques, et annonça rapidement que ce gouvernement suspendrait l'immigration sioniste, réglerait les achats sionistes de terres et punirait les incitations au désordre, d'où qu'elles puissent provenir. M. MacDonald devint immédiatement l'objet d'attaques violentes et commença à prendre la mine perplexe pour laquelle il devint célèbre, et que je pus observer quand je le rencontrerai en 1935. Il reçut la visite du Dr Weizmann et de trois associés sionistes et fut accusé de traite de façon quelque peu frivole. Ouvrez les guillemets. Les implications morales des promesses faites aux Juifs. Dr Weizmann, les politiciens principaux dans son propre pays, en Amérique et en Afrique du Sud, commencèrent une campagne furieuse contre lui. Intimidé une seconde fois, il nomma un comité de cabinet extraordinaire pour reconsidérer la maintes fois considérée politique de la Palestine. Un ministre socialiste, M. Arthur Anderson, en était le président, et M. Malcolm MacDonald en était le secrétaire. Le Dr Weizmann et 6 sionistes majeurs formaient le comité. Les Arabes, comme d'habitude, n'étaient pas représentés. Le Dr Weizmann attaqua violemment l'engagement de punir les incitations au désordre d'où qu'ils viennent. Le désordre, la violence et le massacre, dit-il, provenaient uniquement des Arabes indigènes. M. MacDonald capitula de nouveau dans une lettre au Dr Weizmann, sous les termes de laquelle l'immigration sioniste en Palestine en 1934 et en 1935 excédait tous les chiffres précédents. S'étant occupé de M. MacDonald, le Dr Weizmann entreprit le grand tour. Tandis que la Seconde Guerre s'approchait, il était partout, en Afrique du Sud, Turquie, France, Italie, Belgique et d'autres pays. En France, il rencontra tous les premiers ministres entre les deux guerres. Et parmi ceux-ci, il trouva que M. Léon Blum, un corréligionnaire, était particulièrement compatissant. M. Aristide Briand, le ministre des Affaires étrangères, était également bien disposé, ouvrez les guillemets, bien qu'un peu vague quant à ce qui se passait. Le Dr Weizmann se réfère souvent en de tels termes aux politiciens occidentaux qui obéissaient à ses ordres. Il vit Mussolini 3 fois. Il parla devant des auditoires distingués des iniquités d'Hitler et leur dit qu'à cet égard, il en était de la responsabilité du monde civilisé d'expulser les Arabes palestiniens, et ne l'exprima pas de façon si claire. Néanmoins, vers la fin des années 1930, le sionisme en Palestine se désagrégeait à nouveau. Sans la Seconde Guerre, il serait tombé dans l'oubli. Raid de Jameson, arabe entrepris dans l'irresponsabilité et terminé de façon ignominieuse. En 1936,
les émeutes arabes devinrent encore plus violentes. Jusque-là, les gouvernements britanniques successifs, sur l'ordre des sionistes, avaient refusé pendant 14 ans de permettre aux Arabes d'avoir des élections. Avec le temps, l'argument du Dr Weizmann, comme quoi ce refus était l'essence de la démocratie, perdit son attrait, et le gouvernement britannique se trouva face à un dilemme de plus en plus difficile. Leander Starr Jameson, 1853-1917, était un colonialiste britannique et Premier ministre de la colonie du Cap en Afrique du Sud. En 1895, suite au conflit politique entre Rhodes et Kruger, Jameson rassembla une armée privée pour renverser le gouvernement du Transvaal, sous prétexte de protéger les travailleurs étrangers en révolte contre le gouvernement autoritaire de la République. Le 29 décembre 1895, il lança depuis le Bechuanaland un raid contre le Transvaal, connu sous le nom de raid Jameson. Le 2 janvier 1896, le général Congé le fit prisonnier, mais à la suite de transactions entre le Transvaal et la Grande-Bretagne, il fut remis en liberté et expulsé. L'échec de cette tentative de coup d'État fut cuisant. Jugé en Grande-Bretagne pour avoir conduit le raid, Jameson fut condamné à 15 mois de prison, mais obtint vite son absolution. Son échec au Transvaal rejaillit cependant sur son ami Cecil Rhodes, qui fut alors contraint de démissionner de son poste de Premier ministre du Cap. M. Stanley Baldwin, succédant à M. MacDonald, recourut à la vieille procédure du casier des affaires en souffrance. Il envoya une nouvelle commission d'enquête, la 5e, en Palestine, et à ce stade, la chose devint une farce grotesque. Le docteur Weizmann et son garde du corps avaient effrayé M. MacDonald pour lui faire annuler une politique de la Palestine, annoncée après une pleine consultation avec ses conseillers responsables. Et là, alors que M. Baldwin envoyait une commission en Palestine pour découvrir une politique alternative, elle était reçue par le docteur Weizmann. Avec agilité, il fit un aller-retour Londres-Jérusalem, disant au gouvernement britannique à Londres ce qu'il fallait faire, à leur commissaire en Palestine, ce qu'il fallait rapporter, et au gouvernement britannique à Londres, à nouveau ce qu'il devrait faire avec le rapport quand il arriverait. Dans l'intervalle, il se rendit à New York pour prendre des dispositions pour que plus de pression vienne de cette zone. Cette commission de Peel reçut de quelques milieux une proposition selon laquelle le dilemme éternel pourrait être résolu en divisant la Palestine, et elle consulta promptement le docteur Weizmann. Jusqu'à ce moment, le prétexte avait été entretenu à travers les années que les sionistes ne revendiquaient pas un État juif, mais seulement le foyer national. Le docteur Weizmann savait que si un gouvernement britannique pouvait être amené un jour à soutenir la partition, il s'engagerait au final à un État juif séparé. Sa maîtrise asiatique de l'art de la négociation force d'admiration. En évoquant l'Ancien Testament, il établit fermement l'idée de la partition sans s'engager à aucune frontière. Il dit qu'il serait peut-être capable de faire quelques concessions à propos du territoire réel qui devait être pris pour ces sionistes, puisque Jéhovah n'avait pas indiqué de frontières précises dans ses révélations aux Lévites. Ce qui acceptait l'offre territoire en laissant ouverte la question entière des frontières, de sorte même la partition, manifestement, ne serait pas une solution. Les mots par lesquels le docteur Weizmann soutint la division précédant un intérêt. À la lumière des événements postérieurs, les Arabes ont peur que nous absorbions toute la Palestine. Peu importe ce que nous pouvons dire sur la conservation de leurs droits, la crainte les domine et leur fera pas entendre raison. Un État juif aux frontières définies internationalement garanties serait quelque chose de définitif. La transgression de ces frontières serait un acte de guerre que les Juifs ne commettraient pas simplement à cause de ses implications morales, mais parce qu'il souleverait le monde entier contre eux.
La commission Peel recommanda la partition et déclara que le mandat était inapplicable. Si le gouvernement britannique s'était conformé à ce rapport et s'était promptement retiré de la Palestine, beaucoup auraient été épargnés à l'humanité. Mais en 2 ans, la Seconde Guerre mondiale la réimpliqua dans le problème insoluble. Alors que la guerre approchait, le docteur Weizmann continuait à assiéger les politiciens occidentaux avec l'argument que le foyer national juif jouerait un rôle vraiment considérable dans cette partie du monde en tant qu'allié fiable des démocraties. Par cela, il voulait dire que la demande d'armes par les sionistes pour s'emparer de force de la Palestine, ce qui était sur le point de s'accomplir, serait présenté de cette façon par les politiciens et la presse au public de l'Occident. En 1938, il proposa alors à M. Ormsby Gore, le secrétaire colonial britannique, que l'on permette aux sionistes de former une force de l'ordre de 40 000 hommes. Cela présupposait que la guerre inutile arriverait. Une attente sur laquelle les hommes importants dans les coulisses étaient apparemment tous d'accord, et le docteur Weizmann fit tout ce qu'il pouvait pour s'en assurer. Utilisant la cause des Juifs comme seul argument, après le meurtre de Von Rath et les désordres antisémites en Allemagne, il dit à M. Anthony Eden, ouvrez les guillemets, si on permet à un gouvernement de détruire une communauté entière qui n'a commis aucun crime, cela signifie le début de l'anarchie et la destruction du fondement de la civilisation. Les puissances qui restent là à observer sans prendre aucune mesure pour empêcher le crime recevront un jour une punition sévère. La persécution des hommes par Hitler était ignorée dans ses entrevues privées et fatidiques des antichambres politiques. La situation critique d'une seule communauté fut avancée comme l'argument pour faire la guerre. Les sionistes, comme les événements l'ont montré, étaient déterminés à détruire, ouvrez les guillemets, une communauté entière qui n'avait commis aucun crime, les Arabes de Palestine, qui ne savaient rien d'Hitler, et les armes qu'ils exigeaient furent utilisées dans ce but. De façon significative, le docteur Weizmann formule son argument en termes de doctrine chrétienne. Dans cet enseignement, la destruction d'une communauté innocente de crime est un crime qui apportera une punition sévère. Sous la loi lévitique, cependant, que le docteur Weizmann invoquait comme base de sa demande de la Palestine, c'est la destruction. La loi est le commandement principal qui doit être récompensé par le pouvoir et le trésor et non puni. Au cours des derniers 12 mois avant la Seconde Guerre, les arbitres secrets du pouvoir exercèrent leur effort maximal afin de gagner le contrôle des hommes et des événements. M. Roosevelt était engagé, mais ne pouvait être utilisé qu'à une étape postérieure. En Angleterre, M. Baldwin, le châtelain et industriel de Worcestershire, céda la place à l'homme d'affaires de Birmingham, M. Neville Chamberlain, en qui surgit un obstacle sérieux à l'exercice de la pression irrésistible dans les coulisses. Le nom de M. Chamberlain est lié à l'acte ultime et fatal d'encouragement pour Hitler, l'abandon et la reddition imposée de la Tchécoslovaquie à Munich. Pendant quelques semaines, les foules publiques pensèrent qu'ils avaient sauvegardé la paix par cet acte. Et à cet instant-là, à Budapest et Prague, je compris pour la première fois ce que Thomas Jefferson voulut dire quand il déclara, ouvrez les guillemets, je regarde vraiment avec commisération la grande masse de mes concitoyens qui, lisant les journaux, vivent et meurent dans la croyance qu'ils ont su quelque chose de ce qui s'est passé dans le monde à leur époque. Néanmoins, M. Chamberlain s'estima peut-être contraint d'agir ainsi à cause de l'état de faiblesse et du manque de préparation britannique. Son prédécesseur, M. Baldwin, ayant permis que cela arrive, je crois qu'il avait tort. Si c'est bien ce qu'il estimait, même à ce dernier moment, la fermeté aurait sauvé la situation parce que les généraux allemands étaient prêts à renverser Hitler. Mais ils furent peut-être honnêtement convaincus qu'ils ne pouvaient agir autrement. Là où il se trompa de façon inexcusable, ce fut dans sa description de l'acte de Munich comme quelque chose de moralement juste et dans son renforcement de cette affirmation avec des allusions
un petit pays très lointain avec lequel nous n'avons rien à faire ou des paroles similaires. Cependant, il était au moins cohérent dans cette dernière attitude. Il voulait désenchevêtrer l'Angleterre de son imbroglio dans un autre petit pays lointain, où elle n'avait trouvé que les épreuves léguées par M. Balfour, ce qui lui attira l'hostilité acerbe des puissances derrière les scènes politiques, et à mon avis, la vraie source de son renversement pourrait bien avoir été la même que celle de M. Asquith en 1916. 1938, quand le mot partition retentit, fut l'année la plus sanglante en Palestine qui avait eu lieu jusque-là. 1500 Arabes furent tués. La commission Peel avait recommandé la partition, mais ne put suggérer comment elle pouvait être effectuée. Pourtant, on envoya un autre groupe d'enquêteurs, cette fois à la recherche du moyen de couper en deux le nouveau-né sans le tuer.